Tarama café, ça marche pas des masses. Hein. Enfin, l'apéro au café, de manière générale, ça marche pas. Hein. T'as fait quoi du coup de ton confinement? Alors, j'ai monté un ukulélé. Après, je me suis embrouillée avec soi-disant ma meilleure pote, parce qu'elle m'a piqué mon crush. Moi qui pensais qu'on était dans une époque de sororité. Ouais. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Fiona. Fiona a 18 ans, et avec elle nous avons discuté de la journée de la jupe et des cours de piscine, de Orange is the New Black, des divorces difficiles, des kystes aux ovaires et des cicatrices du mauvais côté, mais surtout des nouvelles générations et de tout ce qu'elles peuvent nous apporter. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme? Ça dépend des jours, on va dire. Il y a des jours où je me dis, la société, elle me saoule. Je me préfère être un homme. Et il y a d'autres jours où je me dis, en fait, c'est pas si mal. Je trouve ça plus joli une femme, esthétiquement parlant, honnêtement. Un homme, c'est sympa, mais bon, c'est à peu près toujours la même chose. Bon, après, voilà, les femmes, on a signé pour avoir le plus de douleur, avoir nos règles aussi tous les mois. C'est pas super, ça. En plus, devoir payer les tampons, les serviettes hygiéniques, ce genre de choses qui devraient être gratuits. Sinon, à part ça, ouais, être une femme, c'est sympa, je trouve. Toi qui es toute jeune, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme une femme ou t'as encore tendance à dire que t'es une fille? Je pense pas être encore une femme. Il faut plus de maturité, il faut avoir vécu un peu plus, je pense, dans la vie. Donc une jeune femme, c'est bien. C'est quoi pour toi être féminine? Il y a trop de réponses différentes. Mais c'est vrai que les habits, ça compte pour les gens dans la féminité, alors que moi, je trouve pas forcément. Il y a aussi le fait de porter des jupes. Ça, je crois que tout le monde se dit, les jupes, c'est la féminité. Un jour au collège, on a eu la journée de la jupe. En fait, ils nous l'ont proposé parce qu'il y a plusieurs filles qui se sont mis en jupe et les garçons avaient des réactions pas très sympathiques, on va dire. Du coup, il y a une pionne du collège qui s'est dit, je vais faire une journée de la jupe. Comme ça, au moins, toutes les filles s'habillent en jupe et les garçons n'auront rien à dire. Et c'est ce jour-là où moi, j'ai décidé que non, je ne voulais pas. Du coup, je suis restée en pantalon et j'ai dit que c'était ma façon de résister. C'est quoi les idées avec lesquelles t'as grandi sur les filles et les garçons et plus tard les femmes et les hommes? J'ai grandi dans une famille qui aime pas vraiment genrer. J'ai pas été obligée de jouer qu'avec des poupées quand j'étais petite. J'ai été aussi éduquée avec tous mes cousins, donc que des mecs. Pas mal de fois, ils m'ont fait des réflexions en me disant ça, tu peux pas le faire parce que t'es une fille. Je leur montrais juste que je pouvais très bien le faire et des fois mieux. J'étais là en mode, regardez. C'était nul comme réflexion. Après, les différences filles et garçons, c'était vraiment à l'école. Par exemple, pour le sport, la course. Forcément, les garçons sont meilleurs, ce qui est faux. La piscine, quelle horreur. Évidemment, le collège, toutes les filles commençaient à avoir leurs règles. Du coup, les garçons en profitaient pour nous dire « Ah là là, vous avez vos règles, c'est dégueu, gna gna gna, la piscine ». Et encore même, des fois, avec un mot, il y a certains profs qui nous obligeaient à aller dans l'eau. Ce que je trouve scandaleux. À ce moment-là, en plus, c'est pas bien réglé. Il y a beaucoup de filles qui avaient des fois leurs règles plusieurs fois par mois. Et en fait, une fois que tu as donné un mot dans le mois, ils y croient plus. Donc c'est pareil, on était forcés. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient contents d'avoir une petite fille? Ils ont voulu garder la surprise parce que, en fait, j'ai été conçue par fécondation in vitro. Parce que ma maman, on lui a enlevé les trompes pendant une opération de l'appendicite, donc sans lui dire. Oh, sérieux? Oui. Horrible. C'était pas ouf. Mais c'était un accident ou c'est genre un médecin complètement misogyne, connard, j'en sais rien, qui lui a retiré délibérément? Elle en a aucune idée. Vraiment, elle a pas eu de réponse. On lui a juste enlevé, on lui a dit voilà. Mais quand elle me l'a dit, c'était assez fou quand même. Du coup, ils ont fait toute la procédure de FIV et ça a marché la 3e fois, je crois. Il y avait 3 embryons, j'étais la seule à survivre. Et du coup, ils ont pas voulu savoir le sexe. Et quand je suis née, je sais juste que mon père en a profité pour se mettre la race de sa vie, en gros. Il s'est dit que c'était la bonne occasion. Et en fait, que ce soit un garçon ou une fille, ils étaient juste contents d'avoir un enfant, quoi. Quel rôle, du coup, ils avaient tes parents au sein de ta famille? Quand j'étais petite, mon père était pas souvent là. Parce qu'il était chauffeur de bus, donc il partait toujours en voyage pendant des fois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Du coup, c'était plus ma mère. Et après, quand il a changé de métier, je voyais aucune différence. C'était pas c'est maman qui fait la cuisine et papa qui reste à regarder la télé. D'ailleurs, c'était plus le contraire. Parce que mon père était aussi cuisinier, donc c'est lui qui faisait plus la cuisine quand il était là. Puis des fois, c'était moi aussi, parce que c'est bien aussi. T'as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique, du coup.
Je l'ai vécu super mal quand j'étais petite. Je voulais absolument qu'on soit famille d'accueil. Je me disais, j'ai trop envie d'avoir un petit frère, une petite sœur. J'avais besoin qu'il y ait quelqu'un pour jouer avec moi. Du coup, j'ai vraiment mis du temps à aimer la solitude. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Bientôt, j'emménage dans mon petit appartement que j'ai toujours pas visité, mais qui est super beau sur les photos. J'ai vraiment trop hâte. Même si ça avait été un placard à balai, j'aurais été trop contente parce que c'est mon endroit à moi. Est-ce que tu te souviens à quel âge tu as découvert l'existence de la sexualité ? Je me souviens que quand j'étais petite, je faisais faire l'amour avec mes Barbies, mais je savais pas trop ce que c'était. Après, j'ai oublié ce que c'était. Et arrivé à l'adolescence, je me suis pas plus posé de questions. Du coup, comment tu l'as fait, ton éducation sexuelle ? C'était à l'école, c'était les garçons, très tôt, vraiment très très tôt. C'était fin primaire quand même, mais c'était vachement tôt. J'ai pas la sensation que les générations d'avant soient aussi tôt. Après, pareil, au collège, ça y allait. Les garçons nous racontaient comment ils se branlaient, c'était sympa. J'en ai un qui m'a vraiment montré. Il m'a pas montré une vidéo parce que ce serait trop, mais il m'a fait tous les gestes qui allaient avec, toutes les sensations aussi apparemment. Il m'a fait son visage, c'était sympa. Et ils regardaient tous de la pornographie. Pareil dans la cour de récré au collège, sur leur téléphone, on n'avait pas le droit d'avoir en plus. Le premier porno que je regardais avec ma cousine, j'avais 10 ans quoi. Il y a des trucs qui étaient assez violents, que je trouvais pas forcément violent, mais je me disais c'est pas possible que dans la vie, tout le monde a envie de faire ce genre de choses. Mais ça m'a pas choquée en soi. Ça faisait pas d'excitation ou quoi que ce soit, c'était juste purement pour savoir ce que c'était. Et puis après, on est passé à autre chose, quoi. Vraiment, on a regardé ça et puis on s'est dit, ok, maintenant on peut aller manger des gaufres. C'est tout. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres choses, des films, des livres, des séries, qui t'ont peut-être donné une meilleure image du sexe ou pas ? Il y a eu la série Orange is the New Black. Je savais pas ce que c'était la masturbation, pour moi c'était que des garçons. Et en fait, vu que c'est que des femmes dans une prison, et qu'il y a un moment donné, des femmes, ça a des envies sexuelles aussi. C'était une scène dans la salle de bain commune, où il y avait une prisonnière qui était assise sur les toilettes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et l'autre qui avait sa tête entre ses jambes, et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, elles sont toutes au même endroit. Il doit y avoir un truc là, je sais pas. Puis du coup, je me suis dit, attends, mais je vais tester. Puis du coup, j'ai commencé à tester. Puis je me disais, c'est bizarre, ça fait rien. Puis après, j'ai continué. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçue où est-ce que l'endroit était le mieux. Et c'est comme ça que j'ai découvert la masturbation, en fait. Du coup, j'étais en 4e, j'avais 13 ans, 12 ans. Et j'étais persuadée que j'étais la seule à le faire. Je suis sûre maintenant que c'était pas le cas. Mais je me disais, c'est pas possible, c'est honteux à faire. Et après, je me sentais dégoûtée. Je me disais, mais pourquoi tu fais ça ? C'est horrible. Mais en fait, non, c'est pas horrible, c'est normal. Arrivé en seconde, c'était encore un peu tabou. On parlait pas trop de ça entre nous. Même moi, en seconde, quand j'ai dû prendre la pilule, j'avais trop peur de le dire. Je me disais, oh mon Dieu, mais la pilule, c'est que pour les gens qui ont des relations sexuelles, alors que j'en ai pas. Je crois que c'est qu'à partir de la première que j'ai commencé à en parler avec mes copines, je me disais, ça va alors, c'est ok, c'est normal. La masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques souvent ? À un moment donné, presque trop, je pense. Vu que c'est relaxant, ça m'aidait à dormir. Et du coup, c'était presque obligatoire. Après, je me suis dit, oh, quand même, on va se calmer. Et maintenant, c'est de temps en temps... On dirait que t'en parles comme d'un Xanax. En mode, faut pas que j'en prenne parce trop. parce que j'ai l'impression que notre génération, on en abuse un petit peu. Et moi, quand je le faisais tous les soirs, juste parce que je me disais, ça m'aide à dormir, je me suis dit, quand même, tu vas pas utiliser ça tous les soirs. Enfin, apprendre à dormir toute seule à un moment donné. Du coup, je me suis un peu calmée. Et maintenant, juste, j'écoute mes envies, quoi. Je le fais pas juste parce que c'est plus simple pour dormir. J'ai découvert un site qui est pas mal parce que c'est pas du Pornhub où les femmes, c'est des objets sexuels. Un site qui s'appelle Belleza, qui a été monté par des femmes. Et du coup, c'est beaucoup plus respectueux. Et je regarde que ça. Tu dis que t'as pris la pilule en seconde, c'était de la prévention ou c'était... Du coup, c'est parce que je me suis fait opérer des ovaires en urgence en seconde. J'ai mon ovaire qui s'est retourné et qui a commencé à se nécroser à l'intérieur de mon corps. Je me suis pliée en deux, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à tenir debout. Même allongée, ça faisait trop mal. Ma mère a fini par appeler les pompiers, ils lui ont dit un Doliprane et un Spasfon, ça passera. Et en fait, c'est passé. Et 5 jours après, ça m'a refait exactement la même chose. Il y a mon père qui m'a regardé, qui m'a dit, mais n'importe quoi, tu fais la comédie, mais ça va pas. Tu vas au lycée, je m'en fous, tu vas au lycée. J'étais en mode, mais papa, je peux pas marcher. Et en fait, au bout de 5 minutes, il est venu me voir et il m'a dit, ça va, c'est bon, je t'amène, je dois amener un client à l'hôpital, c'est bon. Allez, tu m'as saoulée, tu viens. J'ai fini par être prise en charge, on m'a mis 3 doses de morphine dans le sang, ça m'a même pas endormi un petit peu. Et mon père, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, bon, je vais me chercher un café, ça va.
Et il est reparti. Et entre-temps, j'ai fait une échographie. Ils ont commencé à courir dans tous les sens, à dire on compte les heures. Qu'est-ce qui se passe? Et j'avais 14 ans, donc personne voulait me parler. Et à un moment donné, j'ai fini par arrêter une infirmière et lui dire mais pourquoi vous comptez les heures, je vais mourir? Et elle s'est arrêtée et m'a dit alors mon chou, toi non, mais si on se bouge pas, il y a un truc dans ton corps qui va finir par mourir. J'étais en mode ah super, vous pouvez attendre mon papa s'il vous plaît? Et mon père il est revenu tranquillement de sa post-clope, son petit café, et il est arrivé avec des gens qui couraient dans tous les sens, lui dire monsieur il faut que vous signiez ça, votre fille elle part au bloc. J'avais un kyste sur l'ovaire qui avait retourné mon ovaire parce qu'il était trop gros. C'est pas super rare mais c'est vraiment pas commun à cet âge-là. Il faisait je crois 5 cm et il avait pratiquement éclaté mon ovaire. Donc je me suis fait opérer par quelqu'un qui d'habitude opère le côlon, donc rien à voir. Donc il a pas fait son travail très très bien. Je me suis fait opérer de l'ovaire gauche et j'ai des cicatrices du côté droit. En fait il a traversé mon ventre, ça m'a calmé sur le coup. Mais j'ai dû me refaire opérer 1 an après. Parce que entre-temps, j'ai pris la pilule pour régler mes hormones, pour pas avoir de kyste. À partir de là, j'ai eu des rendez-vous tous les 3 mois chez une gynécologue. Et tous les 3 mois, on me posait la question de si j'étais encore vierge. Parce que pour que l'échographie soit plus fiable, il fallait que ce soit une échographie par pénétration vaginale. Sauf qu'en étant vierge, c'était pas possible. Du coup, tous les 3 mois, je répondais non. Et ma mère répondait derrière, elle attend le prince charmant. Et à chaque fois, j'étais super gênée. J'étais en mode, oh mon Dieu, maman, est-ce que tu peux sortir de la pièce, s'il te plaît? Je me suis refaite opérer, du coup, parce que dans une échographie, ils se sont aperçus que mon ovaire, il était toujours aussi gros et que ça avait rien changé. Et en fait, ça s'est transformé en un autre kyste. C'est devenu un kyste fonctionnel, qui était encore plus gros, qui avait fait éclater mon ovaire. Un kyste fonctionnel, dedans, en général, il y a des cheveux, il y a du gras, des fois des neurones. Moi, j'avais 3 neurones. Il y a des dents ou des bouts d'os. Il y a tout ça, et en fait, c'est parce que l'ovaire, c'est le seul organe qui peut recréer la vie. Et en fait, de temps en temps, il fait des petites feintes comme ça, et il se dit, hop, je vais aller faire un petit truc. Et en fait, il y a plein de gens qui pensent que ce genre de kyste, c'est des jumeaux qui sont mangés quand ils étaient dans l'utérus. Et ils faisaient 500 grammes. Ils étaient pas petits. Et ce qui est très drôle, c'est que en fait, j'aurais pu savoir que j'avais un kyste dès le début. Parce que tous les matins, je me réveillais, et en fait, j'avais une petite boule qui ressortait de mon abdomen vers le bas. Et je m'amusais à la faire passer de chaque côté, genre vraiment j'appuyais dessus. Et en fait c'était mon kyste. Je me suis pas posé plus de questions que ça parce que j'ai vu que j'étais en train de changer. J'ai eu mes règles super tard, je les ai eu genre en 4e. Et c'était du coup 2 ans avant. Du coup je me suis vraiment pas plus posé de questions. Et après ça, je me suis fait opérer une 2e fois. Cette fois c'était planifié. Cette fois elle m'a bien opérée, du bon côté. Enfin, les cicatrices sont du bon côté. Et en fait, au tout début, elle m'avait dit « T'inquiète pas, je vais prendre les mêmes cicatrices, comme ça t'en auras pas d'autres. » Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'en avais des nouvelles. Et elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais je comprends pas, et t'en as de l'autre côté. Je comprends pas ce qu'il a fait. » Je sais pas, moi non plus, je sais pas ce qu'il a fait. Je me suis pas posé de questions pendant que je dormais en pleine opération, donc je sais pas. Et du coup, maintenant, j'ai un genre de cercle de cicatrices autour de mon nombril. Ça, c'est sympa. Du coup, là, j'ai plus que 50% de chance de tomber enceinte. À un moment donné, j'en avais tellement marre que je lui avais dit à ma mère, si j'ai encore un kyste à l'ovaire, mais à celui qui est endommagé, on me l'enlève. Je m'en fous. Et ma mère m'avait dit, non, t'imagines, si tu vas avoir des enfants plus tard, je m'en fous, c'est mon corps, c'est moi qui choisis. Si j'ai encore un truc à l'ovaire, je veux qu'on me l'enlève. Et en plus de ça, j'ai aucune envie d'avoir des enfants pour le moment. La grossesse, ça me terrorise. Je trouve ça horrible. Vraiment, toutes les expériences de femmes enceintes qui disent que elles ont les dents qui se déchaussent. En plus, on a la nausée pendant 3 mois. C'est atroce. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on m'enlève l'ovaire, y a pas de souci. Ou pire, j'ai le choix, je peux adopter des enfants. Je trouve que c'est mieux d'adopter des enfants qui sont déjà sur cette planète et qui n'ont pas de parents. Je me dis, on est déjà beaucoup trop sur cette planète. Pas faire la même erreur, quoi. Et en fait, je sais que l'autre, s'il lui arrive la même chose, au pire, ils vont m'enlever le kyste. Normalement, vu que je suis suivie par un gynécologue, ça sera repéré beaucoup plus tôt. Donc, il n'y aurait pas de souci et ça ne devrait pas m'arriver de nouveau, quoi. Il y a juste quelque chose qui est apparu avec, c'est que maintenant, quand j'ovule, j'ai mal à l'ovaire. Mais du coup, j'ai mal toujours au même parce qu'il y en a un qui marche plus. Des fois, ça me fait un peu peur. Je me dis peut-être que du coup, le deuxième ovaire, il a des kystes. En fait, ça part au bout d'une journée. Par contre, la première fois où ça m'est arrivé, j'étais aux États-Unis, retour en France. Ça me l'a refait. Je suis allée aux urgences. Et cette fois, j'étais plus vierge. Donc, on m'a fait la bonne échographie. Et ma mère était obligée de rentrer dans la pièce
parce que j'étais encore mineure. Je lui avais pas vraiment dit. J'avais bof envie de lui partager ça. Ma mère, du coin de la salle, je la voyais, elle faisait les gros yeux comme ça en me disant putain. Mais après, elle est partie. Il m'a dit il faut absolument qu'on fasse un test de grossesse aussi au cas où. J'étais en mode super. Et après, pendant les 20 minutes où on a attendu le test de grossesse, j'étais un moulin à parole. J'ai parlé de tout et de rien pour le faire oublier. Et après, on n'en a plus jamais reparlé. J'ai dit c'est bon, c'est pas grave. Bisous. Du coup, la sexualité, c'était pas un sujet dont tu pouvais parler ouvertement avec tes parents. Enfin, ils t'ont pas inculqué ce climat, quoi. Bah, ce qui est bizarre, on va dire, c'est que ils ont aucun problème à faire des blagues sur la sexualité entre eux et que je sois dans la même pièce. Mais alors, parler sérieusement de sexualité, c'est plus compliqué. Je sais que j'ai plusieurs fois posé la question de qu'est-ce qu'était un cunnilingus. Et à chaque fois, on m'a répondu. Et c'était pas à côté, c'était une vraie réponse. Et après, ma mère, en fait, m'avait fait presque jurer que je lui dirais quand je perdrais ma virginité. Et en fait, non, je lui ai pas dit parce que, t'es pas obligé de le savoir, finalement, c'est moi, je décide. Surtout que la personne avec qui j'ai perdu, du coup, ma virginité, j'aime pas vraiment le terme virginité, je dirais plus début sexuel, parce que c'est vraiment très... Je t'ai pris quelque chose. Et c'est pas trop ça. C'était quelqu'un de Tinder. Je me suis dit qu'il y avait aucun problème. En fait, j'ai un peu entraîné toutes mes amies sur Tinder. Et un jour, j'étais au téléphone avec une amie qui était en date, qui se passait pas super bien. Et en fait, elle m'a appelée pour que je la sauve un peu de ce date. J'étais en voiture avec ma mère et j'ai raccroché. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis cette personne, elle est en date avec quelqu'un, Tinder, ça se passe pas super. Et elle m'a dit j'espère que tu fais pas ça, hein, parce que bon, c'est pas super dangereux en plus. Enfin, pas dangereux, mais tu vois ce que je veux dire. J'étais en mode oui maman, bien sûr maman. Alors que c'était déjà passé le reste. Et du coup, je me suis dit bon, je vais pas lui dire. Elle essaye de poser des questions, mais moins je lui en dis, mieux je me porte. Et maintenant, vu que je vais avoir mon indépendance, j'aurais plus à discuter de quoi que ce soit. En fait, depuis que mes parents se sont séparés, j'ai arrêté de partager beaucoup de détails de ma vie, on va dire, avec ma mère comme avec mon père. Enfin, avec mon père, ça n'a jamais vraiment été le cas, mais avec ma mère plus, elle essayait vraiment de faire copine avec moi, et ça me plaisait pas trop déjà. Et en fait, j'ai un peu profité de la séparation de mes parents pour en dire le moins possible. En plus de ça, c'était une séparation qui n'était pas super clean, on va dire. J'en ai pris pas mal pour moi. Ma mère, en fait, a décidé que c'était ma faute. Parce qu'en fait, mon père, un jour, est venu me voir en me demandant mon avis. Et moi, sincèrement, je lui ai répondu écoute, je pense que sur la finalité, vous serez mieux séparés. Parce que là, ça va nulle part. Ils se parlaient le moins possible. Et c'était très tendu parce que moi, j'étais en internat le reste de la semaine. Et quand je revenais le week-end, c'est-à-dire pas tous les week-ends, il n'y avait aucune discussion à table, il n'y avait pas de télé dans la salle à manger, donc quand il y avait du silence, c'était du silence. On entendait les mouches voler. Il n'y avait plus rien entre eux en soi, et c'était de pire en pire parce que j'étais plus là pour les lier en gros. Quand mon père est venu me poser la question, je lui ai dit ce que je pensais vraiment, et ma mère l'a très très mal pris. Elle m'a juste répondu qui t'es pour donner ton avis sur ça, et je lui ai répondu je suis la personne entre les deux en fait, je suis celle qui subit. Et à partir de là, ils se sont séparés, moi je l'ai su par téléphone. C'est mon père qui m'a appelé pour me dire écoute, j'ai pris un appart. Et je suis revenue le week-end et mon père était plus là. Et après, c'était compliqué. La relation avec ma mère que j'avais avant, elle s'est complètement détériorée. Et elle essaye maintenant de revenir dessus. Et maintenant que ça se passe un peu mieux et qu'elle s'est remise de cette rupture, qu'elle s'est aussi remise du fait que mon père a refait sa vie trop rapidement pour elle et que c'était aussi ma faute, apparemment. J'en ai pris plein la gueule parce que j'aurais dû lui dire. Et j'ai essayé de lui prouver que j'avais pas à lui dire. Ah, et la première réaction aussi, c'est elle est plus jeune, elle est plus maigre, elle est plus belle. Et je lui dis mais je vais pas te le dire. Enfin, ça sert à rien, ça va te faire plus de mal qu'autre chose. Puis même, qu'est-ce que ça change? Et elle a fini par insister, et en fait, elle allait pister sur Facebook. Puis elle est revenue, elle me dit c'est pas grave, je suis plus jolie. J'étais en mode super. C'est très bien. C'est incroyable. À tous les âges. Je pense que j'aurai jamais des excuses entières, je suis pas sûre. Et toi, du coup, comment tu te sentais dans ces moments-là et comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que la culpabilité qu'elle t'a remis sur tes épaules, est-ce que tu l'as pris ou est-ce que t'as réussi à te dire que c'était faux? En fait, elle m'a entraînée dans sa dépression. Et disons que j'ai fait une dépression à tendance anorexique en terminale. Ce qui était pas ouf, on va pas se le cacher. Je mangeais plus, j'ai réduit mes quantités de nourriture en 1 semaine. En fait, c'est passé de tout à rien. Et j'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Et j'ai eu en même temps une grosse période de migraine. En gros, j'ai eu mal à la tête pendant 8 mois non-stop, ça s'est jamais arrêté.
Mon corps, honnêtement, il se tenait, je sais même pas comment. Nombre de fois où j'ai appelé mon père en lui disant je vais tomber, je sais pas comment je tiens debout. J'ai fini par aller voir un neurologue parce que c'était trop compliqué pour les cours. J'ai pas travaillé mon année terminale parce que je pouvais pas me concentrer en fait sur ce que je faisais. J'avais trop mal à la tête. J'ai fait des scanners du cerveau, ils savent pas ce que j'ai. Et en fait, j'ai tout un côté de ma famille, en fait toute ma génération de mes cousines, on a toutes des migraines. On a toutes fait des scanners et ils savent pas ce qu'on a et juste on doit prendre des médicaments et des traitements, mais on saura jamais et on va juste devoir apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, ça va vachement mieux. Je prends des médicaments qui sont d'ailleurs des médicaments pour dépressifs. Je pense qu'ils ont découvert sur un dépressif migraineux que ça marchait sur les migraines. De toutes tes expériences, c'est lesquelles qui t'ont marqué? Déjà la première, parce que ma première fois c'était avec un garçon de Tinder. C'est pas un message et c'est bon, c'était fait. Faut un minimum de confiance quand même. Du coup, j'ai pris le temps. On s'est parlé pendant très longtemps. Et puis après, on n'est même pas allé boire un café, quoi. C'est vrai? Oui. En fait, on a passé l'été à se croiser, sinon on aurait bu un café comme des gens normaux. Quand je suis revenue des États-Unis, il m'a encore laissé une semaine dans un flou en me disant « je sais pas trop ce que je fais ». Je lui ai dit « bon bah, là j'ai un trou dans mon planning. Est-ce que tu voudrais bien venir, s'il te plaît ?» En gros, c'est ce qui s'est passé. C'était pas incroyable, évidemment. Je m'attendais pas à un truc incroyable, mais c'était mieux que dans mes espérances, on va dire. Je m'attendais à ce que ce soit très gênant, parce que je savais pas à quoi m'attendre du coup. Que je sois là en mode qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, pas du tout. Et c'est aussi parce que on s'est parlé pendant longtemps et parce qu'on a installé de la confiance et je savais avec qui j'étais. Il savait aussi que c'était ma première fois. J'avais pas lui cacher parce que ça sert à rien. Je savais que il était tendre et que ça allait pas non plus être fait en une seconde. Enfin, il allait prendre son temps et il savait. Il n'avait pas non plus énorme d'expérience, donc c'était presque au même niveau, on va dire. Et du coup, ça s'est fait naturellement. T'as eu mal? Non, pas tant que ça. Un peu. Mais je m'attendais à un déchirement, quoi. J'ai connu pire. Franchement, je me suis dit, à côté de ça, un ovaire qui se nécrose, ça va, hein. T'es amoureuse ou pas? Non. Il y avait pas des sentiments, mais de l'attachement. On s'est revus 5 fois. Et puis, depuis, pas vraiment. On se parle toujours. Et c'est un pote presque maintenant. T'as rencontré d'autres garçons? Sur Tinder, oui. Que j'ai vu, non. Parce qu'en fait, j'aime vraiment prendre mon temps. J'attends d'avoir une vraie discussion, de savoir à qui j'ai affaire avant de rencontrer. Déjà, il faut que la personne soit intéressante sur Tinder. Ils sont pas tous très intéressants. Et ceux où il y aurait pu avoir quelque chose, en fait, à la fin, j'étais pas intéressée. Et d'avoir fait l'amour pour la première fois, est-ce que c'était important pour toi? Est-ce que tu sens que t'es débarrassée d'un truc? Ou en fait, est-ce que ça change pas grand-chose? Ça a pas changé grand-chose. Je parlais autant librement de sexualité avant que maintenant. Juste mes amis qui m'ont dit « Ah, passez de notre côté ». Mais c'est tout. Parce que j'étais la petite dernière, en gros. Enfin, j'ai eu ma première relation sexuelle à 17 ans. Ce qui est tard pour ma génération, apparemment. Parce que je trouve pas si tard. Même si j'ai pas fait l'expérience comme tous les autres que j'ai fait à ma façon en allant chercher sur Tinder. Parce que je me suis fait aussi juger pour ça. Parce que c'était sur Tinder. Et que c'était pas mon copain que j'avais depuis 6 mois. Quand j'en ai vraiment parlé avec les gens, après, ils m'ont dit déjà, c'est courageux. Et ensuite, de toute façon, c'est mon choix. Et ça change rien de fait que ce soit Tinder ou quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Ça s'est fait comme ça s'est fait. Est-ce que t'as le sentiment que t'es en train de la faire, ton éducation, ou est-ce que t'as le sentiment que t'as déjà commencé à comprendre comment tu fonctionnais? Je pense que je suis encore en train de la faire. C'est trop tôt pour moi pour dire c'est bon, je sais comment je fonctionne. Il va y avoir encore beaucoup de chemin avant que je comprenne vraiment tout ce que je désire et tout ce à quoi mon corps réagit. Pour l'instant, ça me va comme réponse. Du coup, jusque-là, t'es encore jamais tombée amoureuse? Je crois, mais je sais pas exactement ce que c'est d'être amoureuse. Parce que je suis pas sortie avec la personne dont je pense être amoureuse. Mais j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre. Je me disais, oh là là, je trouverai jamais mieux. Et j'étais même pas sortie avec lui. Il te manquait quand il était pas là? J'irais pas jusque-là quand même. Il y a des limites à l'amour. Oui. Je suis une femme indépendante, ça va. C'était qui ce garçon? En fait, c'était le petit nouveau, on va dire, de la classe quand on est arrivé en seconde.
Et en fait, lui est un peu sorti du lot parce que je le connaissais pas. Parce qu'il avait des yeux bleus et qu'il était blond et que apparemment c'est ma faiblesse. J'étais pas au courant avant ça. Et en fait, j'ai une amie qui a essayé de nous mettre ensemble pendant la moitié de l'année, sachant qu'il était en couple. Et elle m'avait dit, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but. Ça, c'était la référence. La phrase de référence. On s'est embrouillé avec cette amie-là. Et elle a fini par se rapprocher de lui. Vraiment beaucoup. Et elle a fini par sortir avec lui. Et j'étais pas très contente. Tu considères que t'as eu ton premier chagrin d'amour ou tu t'en es remis assez vite? Bah, j'ai pas pleuré. Parce que il m'en faut beaucoup plus pour pleurer quand même. Mais j'étais un peu triste parce que je me sentais trahie surtout. Et après, je me suis dit, bon, c'est bien mignon, mais vous me plaisez pas trop ensemble. Quand je me suis vengée, je les ai séparés. Tu les as séparés? Je les ai séparés. Comment? J'ai mis une fausse rumeur. En fait, je suis allée à une soirée où j'étais pas invitée. C'était une soirée en plein air, donc il y avait pas de porte. En soi, je me suis pas incrustée, je suis allée me balader. Ok. Et au moment où j'arrive, il est là, et la seconde où je me retourne, il est plus là, et je demande, je dis, bah, il est parti où? Et elle me dit, il est parti avec 7 personnes faire pipi, 7 personnes en question étant une fille. Je me suis dit, c'est super ça, je vais dire qu'ils se sont embrassés. Ça s'est propagé assez rapidement. Et un jour, il est venu nous voir avec ma meilleure amie, les yeux vraiment genre pleins de larmes, et il nous a dit, pourquoi vous avez fait ça? Et on s'est regardé, et on a fait, nous? Et on a tout mis sur une autre fille. Et on savait qu'on allait être détestés, il savait exactement que c'était nous. Puis après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me faire détester par tout le monde, de toute façon, je m'en vais. Et je suis partie, et maintenant, bah, apparemment, ils sont ensemble, et tant mieux, hein, écoutez. Est-ce que tu t'es senti mal à un moment où t'avais le sentiment que c'était pas très grave? À ce moment-là, je me disais, c'était pas très grave, parce qu'ils l'avaient tous les deux cherché. Puis après, j'en ai parlé un jour avec un gars dans une soirée que je connaissais pas. Et il m'a dit, tu sais, c'est pas bien de se venger quand même. Il y a un truc qui s'appelle le karma, ça marche super bien. Le malheur que t'as créé revient toujours vers toi. Et je me dis, c'est vrai. Du coup, j'ai juste arrêté de me venger quand on me faisait quelque chose que j'aimais pas. Je regrette un peu, c'est vrai que c'était pas très cool. Mais en même temps, j'étais jeune. Genre vraiment, j'ai pas réfléchi sur le coup, je me suis dit, ah, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est pas très cool. Mais ce qu'ils m'ont fait à moi, c'était pas cool non plus. C'est vrai que c'était peut-être pas une raison pour se venger et pour les séparer. Et bon, ça fait, c'est trop tard. Psy. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps? J'ai eu 2 opérations, une qui était vraiment pas prévue. À côté de ça, du coup, une dépression à tendance anorexique. Bon, j'ai perdu 10 kilos. C'était pas la meilleure façon de perdre 10 kilos, mais c'est vrai que ça m'a un peu arrangée sur ce coup-là. Parce que quand j'étais petite, j'étais un peu plus ronde que mes copines. Elles m'ont beaucoup fait savoir. Il y a un moment donné où on me disait même pas, toi tu marches, mais toi tu roules. C'était pas du surpoids non plus, hein. C'était vraiment à peine des rondeurs. Bon, maintenant, mon corps, il est toujours pas parfait ou comme j'aimerais qu'il soit. Enfin, ça dépend des jours. Après, c'est pareil, la confiance en soi, suivant l'état d'esprit de la journée. Mais maintenant, je me dis, ça va, t'es jolie, t'as un corps pas trop mal, ça passe. C'est quoi ce que tu préfères chez toi? Je crois que c'est mes oreilles. C'est un endroit que personne n'utilise. Mais en fait, je les aime bien. Elles sont un peu pointues, on dirait un elfe. Je les aime bien. Je vois que t'as plusieurs tatouages, que t'as des piercings et tout. Ça, c'est des trucs, ta maman et ton papa, ils sont OK avec ça? Tu les fais dans leur dos? Ça fait très longtemps que je veux des tatouages et des piercings. Le piercing au nez, je le voulais. Ma mère trouvait que c'était pas beau. Mon père trouvait que c'était beau. Ma mère était d'accord, mais mon père était pas d'accord. En gros, c'était ça te va bien, mais je veux pas, et ça te va pas, mais je veux bien. Et en fait, ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux à partir du moment où t'as 18 ans. Je me suis fait percer le nez une semaine après mes 18 ans, et je me suis fait tatouer 3 mois après. Et je le fais plus dans leur dos, en plus, ils sont complètement conscients. Ils sont pas forcément très heureux, mais je leur lâche pas vraiment le choix non plus. Je sais que je vais me refaire tatouer encore dans les prochains mois. Et tout ce que j'entends, c'est quand même, t'en as déjà 4, calmos, dis donc, tu vas pas en faire plein quand même. Et je suis là en mode, si, je vais en faire vraiment plein. Oh non, mais c'est pas beau, c'est pas grave, c'est moi qui aime bien. Et après, je fais pas ce que je veux dans la vie non plus, mais je fais ce que je veux au moins avec mon corps. Si j'ai envie de me faire tatouer un truc, percer l'oreille, le nez, l'arcade, que sais-je, je peux. Et toi, t'entretiens quel rapport avec l'épilation, par exemple? J'ai aucun problème avec les poils, mais c'est vrai que je préfère quand il y en a pas. Mais c'est pas parce que la société décide que, c'est juste que moi je préfère, pas forcément parce que je trouve ça plus esthétique, mais parce que ça me fait mieux me sentir dans mon corps.
J'ai une amie un jour qui s'est décidée que pendant 1 an, elle allait pas s'épiler. La conclusion, c'était je me préfère quand même sans poils, mais qu'il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que le féminisme, dans notre génération, on va dire, était un peu plus poussé, même si ça existait bien avant. Et ce truc de se laisser pousser des poils parce que la société a décidé que les femmes ne devaient pas avoir de poils, c'est pas normal. C'est vrai que ça nous a aidé beaucoup, notre génération à nous. Donc ouais, on a beaucoup plus de facilité avec ça. Et les garçons aussi, t'as l'impression? Oui, j'ai un ami un jour qui s'est décidé de s'épiler les jambes avec l'épilateur de ma mère. Vraiment, on a fait ça à 4h du matin sur ma terrasse en se disant que c'était une bonne idée. Et ça lui a fait très très mal. Il a dit, oula, je comprends pourquoi. C'est pas super. Le regard de la société un peu, c'est assez... Sur les hommes, je pense que c'est pas encore assez ouvert. Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur? Ça me faisait peur. Maintenant, moins. Je risque de moins bien vieillir que mes grands-parents, par exemple. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui va pas être exactement pareil. Parce que bon, c'est le réchauffement climatique, tout ça, parce que j'ai grandi avec ça aussi. Quand j'étais petite, ça me faisait extrêmement peur. Ça m'empêchait de dormir la nuit. Je me disais, mais c'est horrible. Du coup, j'ai arrêté de regarder la télé parce que ça me faisait faire des crises d'angoisse. Je pense que c'est générationnel. Je veux dire, l'année dernière, par exemple, quand il y a eu toutes les marches pour le climat, il y avait quand même beaucoup plus de jeunes. Je veux dire, à la base, c'est nous qui avons organisé cette marche. Et c'était tous les lycées de la ville qui ont décidé que voilà, le vendredi, on n'irait pas en cours et on irait faire ça. Il y avait plein de gens autour d'autres générations qui nous supportaient et qui disaient c'est très très bien, mais ils n'étaient pas là avec nous à marcher pour le climat. Alors que si, justement, c'est vous qui nous avez laissé une terre dans cet état-là et on va devoir subir les conséquences. Et c'est les générations d'au-dessus qui sont les présidents, les ministres, etc. et qui se disent c'est pas grave. Et tu penses que sur d'autres problématiques, comme le féminisme ou l'antiracisme, etc., est-ce que tu as le sentiment que ta génération, elle est aussi plus sensible à tout ça? Absolument. Moi, je sais que dans mon groupe d'amis, on parle beaucoup de ce genre de sujet. Là, en ce moment, tout le problème de racisme, etc., il est mis à l'épreuve. Et c'est le moment où tout le monde montre sa solidarité et montre que il faut changer quelque chose. Et pareil pour le féminisme, je connais très peu de gens de ma génération qui sont pas féministes. Je connais beaucoup plus de gens de ma génération qui soutiennent, d'hommes, on va dire, ou de jeunes hommes qui sont avec nous et qui sont en mode oui, on est d'accord, on a compris ce que c'est le féminisme déjà. Il y en a plein qui comprennent pas que c'est pas contre les hommes, c'est avec les hommes. Donc à partir de là, déjà, on a fait un pas en plus. Aujourd'hui, on est plus à l'écoute les uns des autres et on est moins dans le jugement. On est quand même plus ouvert et on a grandi avec plus d'informations aussi que les générations d'avant. Donc forcément, on a de quoi y réfléchir et se dire ok, on va faire en sorte qu'on vive mieux tous ensemble. Et aujourd'hui, t'as envie de quoi? Qu'est-ce que tu projettes? Rien du tout. À chaque fois où je me suis trop projetée, ça m'est revenu dans la gueule, ça s'est pas passé. Et quand j'en parlais trop, c'est genre la façon de me dire t'en as trop parlé, voilà, tu t'es vanté, c'est bon, terminé. Du coup maintenant je dis plus rien. Et donc j'attends que les jours y passent et je fais et puis j'attends de voir le résultat. T'as envie de tomber amoureuse et de rencontrer quelqu'un ou c'est pas du tout une priorité? C'est pas une priorité. Mais si, c'est vrai que ça a l'air sympa. Et c'est vrai que des fois, moi, je me dis, c'est fou quand même que toutes mes copines, elles aient déjà eu au moins un premier amour et que pas moi. Et en même temps, c'est pas grave. Je veux pas le forcer non plus. Bon, c'est vrai que j'utilise Tinder, donc en soi, je le force un peu. Mais je sais que ça aboutira jamais à une relation de toute une vie. Je me dis que Tinder, c'est un truc qui va durer au max 2 mois. Après, je passe à autre chose. Ils te font envie, les couples de tes copines? Est-ce qu'il y en a qui te servent de modèle ou est-ce que, bof? C'est pas de l'envie. C'est juste, j'aimerais bien connaître ce que c'est et j'ai pas de couple modèle. Mes amis en général sont très particuliers. C'est pas le couple basique où ils sont tout le temps collés et ils se montrent beaucoup. Ils préfèrent avoir leur intimité en dehors des amis. Et je trouve ça pas plus mal en vrai. C'est important pour toi la monogamie? Pour moi aujourd'hui, oui. Je me vois pas dans un autre type de couple, on va dire. Mais après, je sais pas si moi dans 5 ans ça aura pas changé. J'évolue comme tout le monde. Il n'y a pas de pression.
Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et c'est quoi qui était important pour toi? J'ai commencé à écouter votre podcast très jeune. J'avais encore aucune expérience du tout. Et je me suis dit que au moment où j'écoutais le podcast, ça aurait été intéressant d'écouter quelqu'un qui commençait à avoir une vie sexuelle. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi, on va dire. Et aussi parce que j'entends personne parler des kystes aux ovaires. Et c'est pas si peu courant, finalement. Donc, je me dis que ça fait du bien d'en parler. Et puis, c'est un podcast où il y a vraiment de tout comme histoire. Et ça fait partie aussi des histoires comme ça. Du coup, voilà. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @EntreNosLèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.